Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un package plutôt intéressant pour Laravel, c'est le package Laravel Data, qui va vous permettre de créer des objets PHP complexes à partir de différents types de données. Avant de se lancer dans l'exploration de cette librairie, je pense qu'il est important de faire le point sur la problématique que l'on va chercher à résoudre. Donc dans une application Laravel, on est toujours un peu dans la même situation, on peut recevoir des données et aussi en envoyer au travers d'une API. Pour les données qu'on va recevoir, Laravel propose une classe qui s'appelle FormRequest qui va permettre de valider les données en entrée grâce à une série de règles de validation. Et ensuite, on pourra générer un tableau grâce à la méthode validated. Mais cette approche a deux inconvénients. Le premier, c'est que les données ne sont pas forcément converties. Par exemple, quand vous recevez une chaîne de caractères qui représente une date, vous pouvez valider que c'est une date, mais Laravel ne convertira pas forcément ça sous forme de date. Ce sera à vous de faire la conversion plus tard. Et on a ce problème pour tous les types de données complexes. L'autre inconvénient, c'est que c'est parfois difficile d'avoir un modèle mental de ce à quoi vont ressembler les données. Si je prends l'exemple, par exemple, de cette requête-là, il faut que je me souvienne, les ingrédients, c'est un tableau, donc j'aurai ensuite une clé ID, une clé quantity, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je regarde dans mon contrôleur, par exemple, là, sur ma requête, j'ai validé que les étapes ont le bon format, ok, mais je ne sais pas à quoi va ressembler ce tableau-là. Je suis obligé de revenir sur la requête pour essayer d'analyser ça. Donc au niveau du typage, c'est pas forcément tip-top. Ensuite, pour les données qui sortent, Laravel propose un système de ressources. C'est une classe dans laquelle on va créer un tableau représentant les données à faire sortir. Là, la principale problématique à mon sens, c'est que si jamais on veut utiliser ces données-là, par exemple en TypeScript côté front-end, on est obligé de maintenir une définition synchronisée. Donc typiquement, moi ce que je fais, c'est que j'ai mes types qui sont définis ici, et à chaque fois que je rajoute des choses dans le code PHP, il faut que je mette à jour le type pour que ça corresponde. Et parfois, évidemment, on peut avoir des petits oublis, et ça gêne parce qu'on a des erreurs par la suite. Donc c'est pour tous ces problèmes-là que Laravel Data va être intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est un petit exemple simple. Pour l'instant, on va commencer avec ces données-là. Et j'aimerais bien les convertir et m'assurer aussi qu'elles soient valides. Donc la première étape, ça va être d'installer Laravel Data. Donc ça s'installe comme n'importe quelle autre dépendance. On fait un coup de composer require spatie / Laravel Data. Ensuite, on a la possibilité de publier le fichier de configuration. Moi, je vais le faire de suite avant d'oublier plus tard. Et on va pouvoir construire notre premier objet permettant de représenter les données. Pour cela, on peut le faire à la main ou on peut utiliser la commande php artisan make2.data et donner un nom à nos données. Moi, je vais l'appeler ingredient data. Si je regarde à quoi ressemble cette classe-là, c'est une classe classique de PHP avec un constructeur, mais qui étend de la classe data. Ça va nous offrir tout un tas de fonctionnalités plutôt intéressantes pour créer nos objets plus rapidement. Dans mon cas, je veux 3 champs. Je vais avoir une première propriété publique qui serait une chaîne de caractères qui sera le nom. Ensuite, j'aurai une autre propriété qui sera un énumérateur que j'ai déjà créé qui s'appelle IngredientUnit, qui accepte seulement certaines unités de mesure. Et ici, je précise que c'est unit. Enfin, j'aurai besoin de la date de création. Là, je vais préciser que je vais avoir un carbone immutable et on va l'appeler createdAt. Donc, les noms des variables correspondent aux noms des clés dans notre tableau. Une fois qu'on a cet objet représentant les données, on va pouvoir l'utiliser à partir de n'importe quelle source d'information. Donc typiquement ici, je peux lui demander de créer un ingredient data à partir de ce tableau-là. Pour cela, je vais pouvoir utiliser sur notre classe la méthode from. Je lui passe en premier paramètre le tableau et ça va me donner directement mon objet. La petite particularité, vous le voyez, c'est que l'unité a automatiquement été générée sous forme d'enum et la partie createdAt a été générée sous forme de carbone immutable. Ce qui va aussi être intéressant, c'est qu'à partir des définitions que vous avez écrites dans votre objet, il va être capable de générer les règles de validation. Typiquement, vous pouvez ici utiliser la méthode getValidationRules et ça va vous générer un tableau représentant les règles de validation. Vu que là j'ai précisé que le nom devait être une chaîne de caractères, il a mis required et string. Si je précise par exemple que ça peut être une valeur nulle, avec une valeur par défaut, dans ce cas-là les règles de validation vont être adaptées et il mettra que la chaîne de caractères peut être nullable. Donc ça vous évite d'avoir à déclarer certaines règles de validation, elles sont déjà faites pour vous. De la même manière, quand vous construisez votre objet, nous on a utilisé la méthode from ici. Donc cette méthode, elle va accepter n'importe quoi, mais elle ne va pas forcément valider les données. Vous pouvez utiliser aussi une méthode qui s'appelle validate and create. Dans ce cas-là, si les données ne sont pas correctes, vous allez avoir une erreur. Mais maintenant, ce qui va être assez cool, c'est que vous pouvez directement utiliser cet objet au niveau de l'injection dans vos contrôleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une page, par exemple, pour éditer un ingrédient. On retrouve les différents champs, le nom, la date de création et l'unité de mesure. Donc au niveau de mon contrôleur, dans la méthode update, jusqu'à maintenant, j'utilisais mon objet de type formRequest.
À la place de cet objet-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire il faut que tu injectes un objet de type ingredient data. Et on va appeler cet objet data. Et ensuite, on va faire un petit DD pour voir de quoi il en retourne. Si vous faites une injection comme ça, il va automatiquement valider que les données sont justes. Donc je vais rentrer une date valide. Je vais ensuite choisir une unité de mesure et cliquer sur enregistrer. Donc là, par défaut, je vais avoir une petite erreur parce que la date qui m'est envoyée par le formulaire HTML n'est pas comprise par défaut par mon système. Ça se gère au niveau de la configuration, donc dans le data.php qui se trouve dans config et qui a été créé par la deuxième commande que l'on a tapée. On a ici une partie date format où on peut préciser le format de la date que l'on accepte. Par défaut, c'est ce format-là. Dans le cas d'un formulaire HTML, on peut avoir le format sans la partie timezone et on peut aussi avoir le même format sans la partie seconde. Donc au niveau des dates format, je vais préciser que j'accepte plusieurs formats. Donc soit le format atom, soit le format avec le nombre de secondes mais sans timezone, soit le même format mais sans le nombre de secondes. Donc j'essaie de resoumettre les données une seconde fois et on voit cette fois-ci que notre objet a bien été rempli. Et on a bien les types qui correspondent. Si maintenant la personne tape des valeurs qui sont erronées, par exemple elle ne rentre pas de nom et elle clique sur enregistrer, automatiquement la validation va se faire vu que le champ est requis et on va avoir une petite erreur. Si jamais on veut valider les choses manuellement, imaginons on ne veut pas avoir un nom trop court, mais dans ce cas-là, on peut créer nos propres règles directement au niveau du ingredient data. On peut créer une méthode rules comme on le ferait classiquement, ou ce que l'on peut faire, c'est utiliser des attributs qui sont offerts par Spatie. Ici, je peux rajouter un attribut, et il va s'appeler min, donc le nom des attributs correspond au nom que l'on avait au niveau des règles de Laravel, et je vais lui dire que je veux au minimum 3 caractères. Si maintenant j'essaie de resoumettre les informations, on voit que ça me bloque parce qu'il faut au minimum 3 caractères. Donc c'est une manière de définir les données un petit peu plus simple. Donc l'avantage maintenant, c'est qu'au niveau de mon contrôleur, je vais pouvoir utiliser cet objet à la place de l'objet request que j'utilisais. Si jamais on a besoin de reconvertir les données sous forme de tableau, on a une méthode toArray. Si par exemple vous voulez envoyer directement ça à la méthode update de votre modèle. Donc là je remets une date, je clique sur enregistrer et ça va me donner ce tableau-là. Donc typiquement ici, je peux lui dire, au niveau des données, je vais faire un toArray et envoyer ça à la méthode update. Comme on le voit ensuite, j'avais la gestion des images. Si je veux rajouter ça, il me faut rajouter un nouvel attribut. Donc ça sera une propriété publique qui sera de type uploadedFile. Et cette partie-là, par contre, je vais préciser qu'elle peut être nulle. Donc je mettrai un point d'interrogation devant et on va l'appeler image_file. C'est le nom de ce que je reçois au niveau du formulaire. Maintenant, dans ma partie contrôleur, je n'ai pas forcément de conditions à faire sur le type, j'ai juste à lui dire, je regarde si dans data, j'ai un champ qui s'appelle image_file, et si j'en ai un, c'est forcément de type uploadedFile, et je peux gérer l'upload. Donc on va faire un dernier petit essai, je choisis ici une date, je vais ensuite choisir une image, on va prendre un raton laveur, je clique sur enregistrer, et les données sont bien enregistrées. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation de cet objet data. Ça permet de représenter les données et de venir remplacer finalement notre objet formRequest. Ce qui est intéressant, c'est que cet objet est beaucoup plus simple. Si par exemple dans vos tests, vous voulez tester d'envoyer de fausses données, vous avez juste à créer un faux objet ingredient data et vous pouvez tester votre contrôleur plus facilement. De la même manière, si vous avez ensuite envie de transférer ces objets à des services, c'est plus simple que de transférer un tableau ou carrément tout votre objet formRequest. Alors maintenant, on peut aussi utiliser cet objet dans l'autre sens, pour convertir des données provenant d'un modèle vers du JSON. Alors je vais reprendre mon dashboard contrôleur, voilà, et maintenant imaginons que je récupère par exemple le premier ingrédient. Si cet ingrédient, j'ai envie de le convertir, je peux utiliser toujours mon ingredient data, et je vais ensuite utiliser from, comme tout à l'heure, et je vais lui passer notre modèle. Si je regarde ce que j'ai en résultat, il va faire la même chose, il va prendre les différentes propriétés de notre modèle et les injecter dans notre objet data. Si on renvoie directement cet objet-là au niveau du retour d'un de nos contrôleurs, ou dans un tableau par exemple, ça va générer le JSON correspondant. Alors dans notre cas ici, on peut se dire que par exemple, image_file est intéressant lorsque les données rentrent, mais pas forcément lorsque les données sortent. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir des données qui sont optionnelles. Donc dans notre data, plutôt que de dire qu'on aura un uploadedFile ou nul, on peut lui dire j'aurai un uploadedFile ou j'aurai quelque chose de type optional. Donc ça, c'est une classe qui provient de Spatie Laravel Data et qui permet de préciser une absence de valeur. La petite particularité, c'est qu'une donnée optionnelle ne sera pas exportée si elle n'a pas été définie. Si maintenant je réactualise, on voit que ça me donne ça. Par contre, attention, lorsque vous avez une donnée optionnelle,
il faudra changer la condition au niveau de votre contrôleur. Ici, ça sera soit de type optional, soit de type uploaded file. Donc ma condition sera différente. Je vérifierai ici, est-ce que j'ai bien un uploaded file. Mais ça peut être intéressant, voilà, pour gérer des données qui sont partielles. Ça marche dans les deux sens, hein. Si par exemple dans un formulaire, vous attendez à avoir certains champs, mais que parfois ils ne sont pas définis, vous ne voulez pas forcément avoir nul parce que ça changerait la donnée dans la base de données au moment du update, vous pouvez utiliser le optional. Mais maintenant, pour le listing de mes ingrédients, je veux avoir l'image. Donc il me faut l'URL de l'image. Donc je rajoute une nouvelle propriété ici, qui sera une chaîne de caractères qui va s'appeler image. Et je vais lui donner par exemple une valeur initiale. Donc on voit que cette image sort, mais il va falloir que je l'initialise. Donc dans ce cas-là, vous avez plusieurs solutions, mais la solution la plus simple, c'est de venir définir une nouvelle méthode statique au niveau de votre classe et vous allez l'appeler FromModel. C'est une méthode qui va être appelée lorsque vous appelez la méthode From avec un modèle. Je vais lui préciser ici qu'on s'attend à avoir un ingrédient et je vais pouvoir construire mon objet. Je vais ici lui dire de créer mon objet avec toutes les données du modèle. Donc je fais un self from. Je vais lui passer plusieurs paramètres. Le premier, ça sera l'ingrédient. Et le second paramètre sera un tableau avec les données supplémentaires. Et en fait, automatiquement, il fait une combinaison un petit peu de tout. Donc vous pouvez avoir autant de paramètres que vous voulez dans la méthode from. Donc moi, dans mon cas, je vais lui dire que l'image, ça sera sur mon ingrédient. Je vais récupérer l'URL que j'ai dans la collection image. Donc j'utilise la librairie Spatie Media Library pour ça. Maintenant, si je réactualise ici, on voit qu'au niveau de ce champ image, j'ai cette donnée-là. Par contre, dans certaines situations, on peut vouloir ne pas charger cette donnée-là. Typiquement, là, ça fait appel à une relation et on voudrait n'afficher ça que si la relation est appelée. Dans ce cas-là, lorsque vous définissez un champ, vous pouvez utiliser la méthode lazy. Si je fais lazy, donc ça provient de Spatie, j'utilise la méthode create et je vais lui passer en paramètre une fonction permettant d'expliquer comment récupérer les données. Maintenant, ça veut dire que je dois changer le type ici, donc ça sera quelque chose de type lazy ou une chaîne de caractères. Si je réactualise ma page, on voit que le champ image n'est pas défini. Par contre, si je veux le charger, j'ai la possibilité de le demander. Lorsque je fais un from, je peux rajouter une méthode include pour venir inclure certains champs en plus. Ici, image. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Sinon, dans votre lazy, vous avez une autre approche qui consiste à dire je veux afficher ces données-là seulement si la relation est chargée. Donc dans ce cas-là, vous avez un when loaded. Vous lui précisez le nom de la relation, moi c'est media, et le modèle concerné, ingredient. Et dans ce cas-là, il ne chargera cet élément-là que si la relation est chargée. Si je reviens dans mon dashboard contrôleur, donc je peux enlever ça. J'ai ici mon ingrédient et je vais lui dire j'ai besoin que tu charges la relation média. Et dans ce cas-là, l'image sera présente. Si cette relation venait à ne pas être chargée, la donnée ne sera pas présente. Enfin, si vous voulez utiliser cet objet sous forme de ressource, il faut savoir que vous pouvez aussi l'utiliser sur une collection. Par exemple, imaginons je récupère ici les 3 derniers ingrédients. Donc j'obtiens cette fois-ci une liste. Mais dans ce cas-là, au lieu de la méthode from, je peux utiliser la méthode collect et je lui passe la collection. Si je réactualise, ça va me donner une collection contenant l'ensemble des éléments. Si jamais je lui passe une pagination, par exemple on paginate 3 éléments par 3, dans ce cas-là, ça créera aussi une collection avec les données et les liens représentant la pagination. Attention par contre, la pagination fonctionne un petit peu différemment de ce que l'on connaît avec l'objet collection par défaut de Laravel. On n'a pas une partie méta, on a directement les links à ce niveau-là. Donc côté front-end, il faudra changer les choses si vous attendez ce type de données. Enfin, le dernier élément intéressant, c'est le fait de pouvoir transformer cet objet ressource maintenant sous forme de définition TypeScript. Dans ce cas-là, ça se passe avec un package qui est différent. Donc, si vous descendez un petit peu, on vous parle ici du TypeScript. C'est le package TypeScript Transformer. Donc je descends, on va commencer par l'installer. Donc je fais un petit composer require. Ensuite, on va pouvoir publier le fichier de configuration. C'est ce fichier-là qui permet de dire où est-ce qu'on veut générer le TypeScript et autres. Et ensuite, on peut, au niveau de nos classes, préciser que l'on veut générer les définitions. Par défaut, ça ne le fera pas sur toutes les classes. Donc ici, je vais rajouter un attribut et je vais rajouter l'attribut TypeScript. Autre petit détail, il faut modifier la configuration pour rajouter cette classe-là avant la classe DTO. Donc je vais aller dans mon TypeScript Transformer, donc c'est la configuration qui a été créée, et à ce niveau-là, avant la partie DTO, je mets la classe qu'ils m'ont donnée.
Enfin, la dernière étape, c'est d'exécuter cette commande-là, et cette commande va permettre de générer les types correspondants. Par défaut, je tombe sur une petite erreur parce qu'il galère avec les enums. Donc c'est une dépendance qui n'a pas été déclarée comme dépendance de TypeScript Transformer, donc on va le faire à la main. On fait un composer require spatie /enum. Et je relance ma commande de transformation. Cette fois-ci, on voit que ça se passe bien. Il me montre les 3 classes qu'il a transformées, et il l'a fait par défaut dans un dossier ressources. Ensuite, on a le dossier type, et on a notre generated.d.ts. On voit par défaut qu'on a notre ingredient data, on a nos différentes données, donc on voit que les données optionnelles sont bien marquées comme optionnelles, donc ça c'est super. Et ensuite, on a aussi nos énumérateurs qui sont affichés comme ça. Au passage, les énumérateurs sont utilisés comme des unions. Si vous voulez vraiment des enums natifs en TypeScript, vous pouvez le demander. Je sais que les enums, c'est pas forcément quelque chose qui fait l'unanimité, donc c'est bien qu'on ait ce contrôle-là. Mais si vous mettez true à cette option et que vous relancez votre transformation, dans ce cas-là, il va plutôt utiliser des enums plutôt que d'utiliser des unions. Donc à vous de voir ce que vous préférez à ce niveau-là. Autre petit détail, pour le fichier par exemple, moi je sais que je m'attends par exemple à avoir un objet de type file. Là, lui, il met any parce qu'il ne sait pas comment convertir les uploaded files. Donc on a la possibilité de définir comment sont gérées les différentes conversions grâce à des transformers, donc c'est ce que l'on a ici. Mais pour des petits cas comme ça un petit peu simples, vous pouvez rajouter des attributs. Ici, je peux rajouter un attribut et lui dire que ça sera quelque chose de type literal TypeScript type et je rajoute file. Si je refais une transformation maintenant, au niveau de mon fichier de définition, on voit qu'il précise que c'est un fichier qui est optionnel. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous avez maintenant une synchronisation automatique entre vos données et votre fichier de définition. Fini de vous galérer à faire ça à la main. Donc maintenant je vais finir juste d'appliquer un petit peu cet objet au niveau de mon contrôleur. Je vais rajouter qu'au niveau de mon ingredient data, je peux avoir une valeur qui est optionnelle ou qui est définie, et dans ce cas-là ça sera un entier, qui s'appellerait ID. Ça serait l'ID de l'ingrédient. Je mets que c'est optionnel parce que par exemple quand je vais créer un ingrédient, je n'aurai pas les données. Donc d'abord, parlons du listing. Donc dans mon ingrédient de contrôleur, au niveau de ma partie index, je venais récupérer ici une collection. Au lieu d'utiliser ma classe ingredient ressource, je vais utiliser ma classe ingredient data et je vais lui demander de collectionner les ingrédients. Donc on voit que le listing continue à s'afficher et vu que la relation avec les médias est préchargée, on a bien l'image. Si cette relation n'existait pas, les médias ne seraient pas chargés. Ensuite, j'essaie d'éditer un élément et il me faudrait que les données soient passées au niveau de notre code. Donc je vais aller dans la partie Edit et dans cette partie Edit, plutôt que de créer un nouveau ingrédient de ressource, je vais faire un ingredient data, utiliser directement moi la méthode fromModel et lui passer l'ingrédient. Ingrédient sur lequel je vais venir charger la relation avec les médias. Sinon, les données ne seront pas affichées et je n'aurai pas l'image ici. Aussi, on remarque que la date n'est pas remplie correctement. Donc déjà, au niveau de notre fichier TypeScript, on va pouvoir changer la définition de notre partie ingredient parce qu'actuellement, il ne comprend pas que created@at existe. Et je vais pouvoir utiliser le namespace qui a été généré. Donc je lui dis que ça sera de ce type-là. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, il ne râlera plus sur le created@. Par contre, pour autant, je n'ai pas les données. Donc je vais afficher à quoi ressemble created@. Et le problème, c'est qu'il inclut la timezone. Et ça, c'est pas quelque chose qui est compris par mon champ de type datetime_local. Heureusement pour nous, on a la possibilité de piloter comment sont transformées les données. Donc ça se gère au niveau du système de transformer. C'est ce que l'on retrouve dans la configuration. Dans mon data.php, ici, on a les parties transformers et on a les différents transformers qui sont renseignés. Donc c'est eux qui permettent de convertir les données sous forme de chaîne de caractères ou sous forme de données normalisées. L'avantage, c'est que vous pouvez changer un transformer à la volée au travers d'un attribut. Donc là, par exemple, je peux rajouter un with transformer. Je vais utiliser le datetime interface transformer qui convertit des datetime et je rajoute une option supplémentaire qui est l'argument format qui permet de préciser le format. Donc on va partir du format que l'on avait tout à l'heure, là le datatom, et on va enlever la partie où on a la timezone. Voilà, donc ça va donner ce format-là. Maintenant, si je réactualise, on voit que le format ne contient plus la timezone et du coup on a bien la date de création qui correspond. Ça a été pré-rempli. Donc dans mon formulaire, je n'ai plus de problème. Donc maintenant, on va parler des données un petit peu plus complexes. Là, je vous ai montré un objet data où on a finalement assez peu de propriétés. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut convertir des données un petit peu plus poussées? Donc on va revenir dans notre dashboard contrôleur et je vais prendre les données qui correspondent normalement à une recette de cuisine.
On voit là qu'on a des tableaux imbriqués et que c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Comment ça va se passer dans cette situation? Donc je vais commencer par créer un nouvel objet data et je vais l'appeler recipe data. Pour représenter les étapes de notre recette, je vais créer un autre objet que je vais appeler recipe step data. Je vais venir modifier mon premier objet, le recipe data. Alors je ne vais pas forcément remplir tous les champs, on va juste rajouter une chaîne de caractères qui sera le nom et peut-être une chaîne de caractères qui sera la description. Je précise que c'est forcément là et ensuite je vais rajouter un tableau qui sera les étapes. Pour l'instant je ne type rien. Maintenant je vais pouvoir utiliser la méthode from pour pouvoir lui demander de générer mon objet à partir de mes données. Si je fais ça et que je réactualise, on voit que le tableau, il n'est pas forcément typé et il contient toutes les données que j'avais là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre un petit peu de PHP-doc pour lui dire que le tableau, c'est pas n'importe quoi. Ça va être un tableau de type recipe step data. Et dans ce cas-là, il utilisera notre seconde classe pour générer les données. Donc typiquement, je vais lui dire ici que j'aurai un entier qui sera une durée. Et dans mon cas, je crois que c'était nullable. On mettra peut-être une valeur nulle par défaut dans ce cas. On aura une description qui sera une chaîne de caractères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je réactualise ma page, on voit que le tableau ne va pas donner juste un tableau de tableau, mais on a bien un tableau de recipe step data. Donc les données sont automatiquement hydratées convenablement, et on sait à quoi vont ressembler nos données. De la même manière, vous pouvez aussi préciser que vous voulez une collection. Dans ce cas-là, vous mettez une collection de Illuminate. Même avec ce type-là, il va comprendre que c'est une collection comme ceci. Donc on voit toujours qu'on a des recipes step data, mais vous pouvez typer ça plus correctement en précisant que c'est une collection. Et vu qu'on a le système de générique qui fonctionne, on peut faire ça comme ça. Et dans ce cas-là, pareil, il va le comprendre et il va générer ça. Là où ça va être encore plus intéressant, c'est que vous pouvez mettre des règles de validation imbriquées. Alors dans ce cas-là, je vais lui demander d'essayer de générer cet objet-là. Voilà, et si jamais on a une erreur, on va la capturer et l'afficher aussi. Donc au lieu d'utiliser la méthode from, je vais utiliser un validate and create. Et je lui passe toujours les données. Imaginons que dans mon cas, je ne veux plus que les durées puissent être nulles. Donc je vais préciser que la donnée durée sera un entier. Et je vais rajouter une règle de validation en lui disant qu'au minimum, il faut que ça fasse par exemple 1. Maintenant, si je réactualise la page, on voit qu'à ce niveau-là, il a bien détecté qu'il y a une erreur au niveau de la première étape parce que j'ai une durée à 0. Si on regarde à quoi ressemblent les règles de validation, il a automatiquement créé des règles de validation imbriquées pour les sous-éléments. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, dans l'autre cas, imaginons qu'on parte d'un modèle. Donc là, on va partir du modèle recipe et on va prendre la première recette. Donc on va faire un recipe de first. Et je vais lui demander de générer les données à partir de cet objet-là. Si j'essaie de réactualiser, on va tomber sur une petite erreur. Alors là, je vais laisser carrément mon application cracher. Et il va me dire qu'il n'arrive pas à construire l'objet parce qu'il ne comprend pas le paramètre steps. Donc il n'arrive pas à le comprendre parce que les données ne sont pas chargées. Si on veut faire en sorte que les données soient présentes que si les choses sont chargées, on peut le faire un petit peu plus simplement dans le cadre des modèles. Lorsque c'est une relation, on peut faire un when loaded lazy et on rajoute rien de plus. Automatiquement, il va comprendre que là, il ne doit inclure les étapes que si la relation est chargée. Il faudra juste changer le typage ici pour préciser que c'est soit lazy, soit une collection. Et vu que je change le typage ici, je le change aussi à ce niveau-là. Donc je réactualise la page et dans ce cas-là, on voit que les steps sont de type conditional lazy. Si je génère un tableau en sortie, ou directement je vais faire un return, on ne va pas s'embêter ici, je n'obtiendrai pas les étapes dans cette situation-là, parce que les données n'ont pas été chargées. Si au niveau de ma recette, je précise que je charge la relation steps, dans ce cas-là, automatiquement, les données vont être chargées. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'avec une simple annotation, on fait ce qu'on faisait tout à l'heure, plus simplement. Par contre, attention, si vous utilisez le système d'annotation, ça va plus être compatible avec des données qui sont sous forme de tableau. Si j'essaie de lui envoyer un tableau, lorsqu'il va lire ça, il va pas comprendre pourquoi on lui demande de charger la relation. Si je lui demande de générer des données à partir des datas et que je retire ma règle ici, il va me dire j'ai un problème. Alors il faut juste que je return les données. Donc on pourrait se dire que ça devrait fonctionner, mais ça va pas fonctionner parce qu'en fait vu que vous avez mis un auto when loaded lazy, il va essayer d'utiliser la relation et on tombe du coup sur cette erreur là.
Et ça m'amène à un point très important à mon sens. En général, même si la librairie permet, comme on l'a vu avec le ingredient data, d'utiliser le même objet pour représenter les données qui rentrent mais aussi les données qui sortent, j'aurais tendance à vous déconseiller cette pratique-là parce que très souvent vous avez des données qui sont différentes. Mieux vaut créer plusieurs classes, chaque classe représentant les données pour un formulaire ou une situation dédiée. Vouloir essayer d'avoir une classe qui permet de représenter tout, à mon sens, c'est pas forcément idéal et ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Mieux vaut avoir un objet qui correspond pile poil à ce que vous attendez. Enfin, si je finis, on a la possibilité de venir ajouter aussi que l'on veut le TypeScript pour cette classe-là. Et on va faire la même chose pour cette sous-classe. C'est important de le définir pour les deux classes, sinon il ne va pas bien comprendre. Ensuite, je vais lui redemander de me régénérer les TypeScript et je vais regarder le fichier généré. Et on voit bien dans ce cas-là qu'il a dit que le nom et la description étaient présentes. Les étapes ne sont pas nécessairement systématiquement là. Et si elles sont là, c'est un tableau de type Recipe Step Data. Et là, on a terminé avec ce petit tour d'horizon de Laravel Data. Donc c'est une librairie que j'ai découvert assez récemment, donc j'ai pas forcément encore eu trop l'occasion de l'utiliser sur plein de projets pour découvrir peut-être les limitations, mais personnellement, je trouve que l'approche est super intéressante parce que ça permet d'arrêter de travailler avec de simples tableaux qui ne sont pas forcément correctement typés en PHP et de travailler avec des données dont on sait les types à l'avance. Si vous utilisez des outils comme PHP Stan par exemple, qui valident que vos méthodes reçoivent les bons paramètres, ça va être super intéressant pour ça. Après, il faut faire attention à pas faire en sorte que vos modèles de données soient trop complexes. Typiquement, avec le optional ou le lazy, ça peut devenir parfois un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à garder vos objets les plus simples possibles. Après, je ne l'ai pas forcément précisé, mais vous avez aussi une notion de DTO. Je trouve que c'est pas forcément très pertinent, mais globalement, vous avez la possibilité d'hériter non pas de la classe data, mais d'une autre classe qui s'appelle DTO pour représenter des objets plus simples. La principale différence, c'est que vous allez avoir moins de méthodes. Si je regarde data, on voit que ça utilise tous ces traits-là. Si ici, je choisis d'hériter de DTO, donc ça provient aussi de Laravel Data, c'est la même chose, sauf qu'ils utilisent beaucoup moins de traits. La seule chose que ça fait, c'est que ça fait le validate et ça fait le base data. Donc pour des données, par exemple, qui n'ont pas besoin d'être hydratées depuis des modèles, ça peut être intéressant. Mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser data. Voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une approche assez différente de ce que propose Laravel par défaut, et je pense que ça peut avoir sa place dans des projets où vous cherchez un petit peu plus de solidité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez vous aussi des librairies que vous voulez me faire partager, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça donne toujours de nouveaux sujets. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!